Bolani et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Histoire raconte. Le 6 septembre 1902 à Kando, dans un petit pays d'Afrique, allait naître l'un des plus grands leaders africains du XXe siècle. Je te parle de Sylvanus Olympio, dont nous allons découvrir l'histoire en deux parties. Dans cette première partie, nous allons aborder son parcours et dans une deuxième partie que je t'invite à visionner, Inspecteur Vondo va mener une enquête qui va changer le cours de l'histoire de l'Afrique. Mais pour aujourd'hui, nous entrons dans le vif du sujet. Avant de commencer, je tiens à dire merci. Ceux qui s'abonnent, ceux qui like, ceux qui partagent, ceux qui commentent pour qu'on discute. Je tiens aussi à dire merci aux haters, les gens qui me détestent pour rien. Ils ne me connaissent pas, mais ils me détestent. Merci d'être dans les haters. Vous m'encouragez à continuer. Ceci étant dit, les haters aussi et tout le monde, installez-vous, vous êtes chez vous et on commence tout de suite. Sylvanus Olympio naît dans une famille aisée, il ne manquait de rien, dans le Togo allemand, qui, après la Deuxième Guerre mondiale, va passer sous la tutelle de l'Angleterre et de la France, un peu comme le Cameroun, parce que c'était un ancien protectorat. Et les trucs des protectorats, c'est drôle parce que ça veut dire que les Allemands, en fait, arrivaient toujours là sur les côtes, parce que ça se passait sur les côtes. Ils voyaient les chefs, ils négociaient avec eux, ils disaient, d'où bist signé ici, là, d'où bist protégez-nous, nous protéger, vous protégez nous. Ils faisaient signer aux gens, en fait, des trucs qui leur cédaient leur terre et qui leur cédaient tout le pays. En 1920, à 18 ans, il s'en va en Angleterre pour ses études. Il est le premier noir à faire la London School of Economics, une école prestigieuse à l'époque, et il finit cette école avec un diplôme en économie politique. Il poursuit ses études et il reçoit un diplôme en droit international de l'université de Dijon. Il va aussi aller en Autriche pour parfaire sa formation. Donc c'était un cadre polyglotte, intelligent, brillant, et c'est pour ça que aussitôt qu'il finit ses études, il est recruté par une des plus grosses multinationales du monde jusqu'à aujourd'hui, Unilever, qui a beaucoup de marques. Et imagine, à l'époque, c'était le tout premier noir à occuper un poste de responsabilité dans une entreprise privée de cette échelle dans le monde. Et l'avantage qu'il avait de par son background familial, c'est qu'il n'était pas complexé par les étrangers. Il n'avait pas le complexe du colonisé, qui n'avait vu le blanc que sous le prisme du colon qui vient avec les armes. Donc, il les avait côtoyés, il y en avait dans sa famille. Donc, il n'avait pas de complexe. Il était brillant et c'était le tout premier à cette époque-là à occuper un poste de directeur dans une société privée, une multinationale, par le mérite. Comme pour dire que même à l'époque, le mérite tue le racisme. Il devient donc président de la Chambre de commerce du Togo. Quand il s'engage en politique, ses problèmes commencent. Premièrement, à cause de la puissance coloniale qui était dans la France à l'époque, qui ne voit pas d'un bon œil un dirigeant comme ça, intelligent, polyglotte, qui sait ce qu'il veut, très bel homme aussi. La France ne l'aimait pas beaucoup. Donc en 1942, on l'arrête et on le fait surveiller. C'est arrivé au niveau où, dans son entreprise, on décide de l'affecter donc à Paris. On lui dit, Sylvanus, soit tu choisis de rester avec nous, de vivre, d'avoir l'argent, ta carrière, être riche, bien, ta famille à l'aise, tu auras les promotions, soit tu choisis entre ça et ta voie politique, on voit que tu t'engages déjà trop, il faut nous dire. Mais en 1947, il est le premier à parler au nom d'un pays au sein d'une organisation internationale dont on était encore dans la Société des Nations. Ce sera le premier à parler au nom d'un peuple pour demander l'indépendance, pour demander la levée de la tutelle. Ça fait donc en 1951, l'entreprise revient à la charge et lui dit, tu sais, il va falloir que tu choisisses. Paris, là, c'est bien, c'est Nyanga, tu vas vivre là-bas, ou la politique, pour t'engager pour son peuple. En 1951, il prend une décision cruciale. Il démissionne de la multinationale pour aller se battre pour la libération de son peuple. Et ça, c'est quelque chose. Parce que c'était le premier à ce poste, il était bien, il était à l'aise, mais il a quand même choisi de démissionner, perdre son confort, se sacrifier parce qu'il avait une vision plus grande que lui-même, parce qu'il voulait se battre pour son peuple. Ça, c'est quand même à admirer.
C'est quand même à admirer. Il rentre dans son pays, le pays est encore sous administration française. Et même s'il y a le vent des indépendances, tu sais bien que la France ne voulait pas partir. Les gars étaient trop à l'aise. Ils exploitaient les trucs qu'ils voulaient. Ils avaient du mal. Tu vois, ta poule aux œufs d'or te produit l'or. On te dit que tu dois la laisser. Non, tu dois trouver un moyen pour que elle ponde, ça atterrit seulement dans ta main, même si tu n'es plus là. Donc, il faut allonger ta main en mettant des gens que tu peux manipuler. Tu vas contrôler avec ta main. C'est ça, manipuler. Il s'engage donc en politique, il crée son parti devient très populaire. On lui met une fausse affaire sur le dos, genre, on lui dit qu'il n'a pas déclaré ses revenus pendant qu'il travaillait à l'étranger et autres. Mais on lui dit non, il ne pourra plus jouir de ses droits civiques. Donc il ne peut plus voter et il ne peut plus se présenter à une élection. Ça, on lui dit ça au même moment que son parti est vraiment populaire. Tu vois le truc un peu. Sous la pression internationale, la France va organiser quelques fausses élections là. Sylvanus Olympio va dire à son parti de boycotter ces élections parce que, évidemment, c'était faux, c'était truqué. On se demande où nous étions à pied. Bref, les élections étaient truquées, donc il ne participait pas à ces élections-là. Et donc, on essaie de le mettre hors du jeu politique toute cette période, mais son parti prend de l'ampleur parce qu'il y avait d'autres personnes qui géraient. Et encore, pour la première fois dans le monde, en 1958, donc, des observateurs de l'ONU vont se déplacer pour observer des élections. Ce sera donc en 1958 la première fois que le Togo aura des élections libres et transparentes parce qu'il y a les observateurs dans les petites tactiques que la France faisait là pour truquer un peu les élections. Ça ne marchait pas. Et à ces élections-là, son parti va rafler la mise. C'est-à-dire que ce sera un succès total. Le haut commissaire français donc qui était là se retrouve gêné. Le Parlement décide premièrement tout ce qu'on a décidé contre Sylvanus qui ne peut plus participer. Ça déjà, on annule ça de base. Le 27 avril 1958, il devient le chef du gouvernement, premier ministre du Togo. Pendant qu'il devient premier ministre, on lui fait une interview. La première fois, on lui dit qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il souhaite. Maintenant qu'il a accédé à cette position, il dit qu'il veut l'indépendance de son pays, que c'est la marche à suivre. Ça, c'était sans compter sur Jacques Foccart et son ami De Gaulle. Et les gars sont clairs. Indépendance, oui, mais selon nos termes et selon nos conditions. Donc, Sylvanus Olympio n'était pas vraiment aimé par De Gaulle. Et lui non plus n'aimait pas vraiment la France. Mais c'était dans la subtilité parce qu'il savait quand même prendre conscience des enjeux de l'époque. Sylvanus Olympio était genre, nous, on n'était pas une colonie de la France. On était sous tutelle. Au niveau de De Gaulle et de Jacques Foccart, le problème c'était que en 1958, De Gaulle était encore en train de préparer, lui, les statuts de la fausse communauté qu'il allait proposer au chef d'État africain qu'il avait placé. Ce qui fait que en 1958, De Gaulle en colère, qui n'aimait pas trop Sylvanus Olympio, dit que mais celui-là parle, il y a trop d'indépendance, on va donc lui donner son indépendance, qu'il la prenne. Mais avant de lui dire ça, on lui flanque une fausse dette coloniale. Et moi, je ne sais pas si comment tu es surpris par le concept de la dette coloniale, parce que ça en fait des gens qui arrivent chez vous, qui exploitent, qui pillent, mais qui en partant disent que non, vous nous devez, vous ne les avez pas appelés, mais ils vous donnent une dette. Et là, Sylvanus Olympio a fait quelque chose que je trouve très brillant. Il a refusé d'avoir cette indépendance-là. Il a demandé, il a mené la France encore devant l'ONU. Il a demandé que la France reste encore 2 ans. Pendant les 2 ans-là, il voulait rembourser totalement la dette coloniale parce qu'il avait dit que son pays n'irait jamais en indépendance avec une dette. Il savait que la dette, c'était un esclavage. Regarde aujourd'hui, tu as des trucs comme le FMI qui ne font que faire des prêts, endetter des pays où ils savent que peut-être on ne va pas leur rembourser, que le système est un peu bizarre, mais ils ne font que prêter, et on ne fait que prendre. Donc il a refusé, il a dit non, on ne va pas prendre l'indépendance maintenant, on va attendre 2 ans, on va travailler, on va rembourser la dette. La deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il a refusé de signer les accords de la communauté. Il a dit que non, ça va attendre qu'on prenne notre indépendance et maintenant qu'on sera un pays
indépendant, libéré de toute dette. Là, la France pourra venir et on va discuter sur le style d'accord qu'on pourrait passer. C'est comme je te dis, il n'avait pas le complexe du colonisé. Il n'était pas surpris par ces gens-là, il n'était pas épaté. Il était très intelligent. C'était à son époque le président le plus diplômé du monde. Il savait ce qu'il faisait. Il avait un plan clair pour son pays. Il avait compris l'influence de la dette et il voulait se détacher de la France parce que il avait senti que les gens ici là, il y a un truc, ils sont un genre, donc il faisait tout pour se séparer de l'influence de la France. Et 2 ans plus tard, le Togo a pu rembourser cette dette injuste coloniale en intégralité. Ça fait que le 27 avril, quand le Togo accède à l'indépendance en 1960, le Togo a 0 franc de dette. Je te dis, 0 franc de dette. La dette du Togo en 1960 était de 0 francs et qui ne devait rien à personne, et que la dette du Togo aujourd'hui c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire quoi? On appelait le Togo même à l'époque la Suisse d'Afrique parce que ça allait être un pays très riche, petit mais puissant. Petit mais puissant. Et ce jour-là, c'était un jour extraordinaire. C'est la montée des couleurs togolaises qui est saluée par un grand vivat de la foule. Les couleurs togolaises, vous les connaissez, bande jaune, bande verte, carré rouge marqué d'une étoile blanche. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Excellences, mesdames, messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. De ce moment et à jamais affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de son destin, et voilà libre enfin. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. Ablare! Ablare! Ablare Kwacha! Et c'est là où les problèmes ont commencé. Mais on va voir ça dans la prochaine partie. Tu sais, des fois, je me demande que, ouais, pourquoi ils ont fait ça? Mais ils ont quand même fait ça. Et il faut qu'on sache qui a fait ça. Donc, on va voir ça dans la deuxième partie. Jacques Foccart a gâté l'Afrique avec son ami de Gaulle. Mais retiens ça, parce que dans la deuxième partie, tu vas comprendre les liens, les triangles de connexion entre toutes ces personnes-là. Je vais tout te montrer en images. Inspecteur Rondo sera dans la place. Attention. Donc, ce qu'il faut retenir de la première partie, c'est quoi? C'est que il avait fait 2 mesures. Quand il prenait l'indépendance du Togo, il avait refusé déjà de prendre cette indépendance-là en ayant une dette envers la France parce qu'il savait que la dette, c'était l'esclavage, premièrement. Et ça, c'était le premier à le faire à l'époque. Sylvanus Olympio était aussi le tout premier à parler d'indépendance au sein de l'ONU. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, les Togolais? C'était votre président, le premier à aller à l'ONU dire que les territoires sous tutelle doivent être indépendants et ça a déclenché les mouvements d'après en fait. C'était le premier. C'était le premier Africain noir dans le monde entier diplômé de la London School of Economy. C'était le premier à être le cadre
d'une société privée comme Unilever. Je vous ai montré les marques de Unilever la dernière fois. C'est une grosse multinationale comme Coca-Cola. Vous avez certainement des produits Unilever quelque part chez vous, que ce soit les parfums, le savon, whatever. C'était le tout premier noir à avoir un poste de directeur dans une compagnie, une société privée de cette échelle. En 1951, c'était aussi, je crois, le tout premier noir dans le monde à démissionner d'un poste de responsabilité. Bon, pas dans le monde, mais vous voyez un peu, c'était le tout premier, je suis sûr, à démissionner d'un poste de cette échelle-là. Et ça, c'est des trucs qui m'ont marqué sur l'homme. Au-delà du fait qu'il était président, il a posé des actes pour son pays. C'était un technocrate, c'était quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, c'était quelqu'un qui avait de l'ambition et dans ce sens-là, il est vraiment à apprécier. Donc là, en 1951, il démissionne parce que l'entreprise lui dit c'est soit la politique, soit le travail. On l'affecte à Paris, donc on veut le séparer de tout ça. Parce que déjà à partir de là, la France avec lui, ça n'allait pas marcher. Il n'était pas contrôlable, il n'était pas manipulable, il était polyglotte et lui en fait était plus proche des Allemands et des Britanniques que des Français. Il voulait vraiment plus rapprocher son pays de ces gens-là, peut-être parce qu'il avait été au Ghana, il avait vu la dynamique, parce que le Togo était un protectorat allemand avant, donc il avait fréquenté sous le système, il avait vu la dynamique, il avait vu comment les gens se comportent. Il ne voulait pas vraiment rapprocher son pays du précaré français. Donc, quand on est en 1958, Sylvanus Olympio, son parti gagne les élections en 1958 et il n'était pas candidat parce que quand il démissionne en 1951, on lui sort un autre truc, toujours pour l'empêcher d'être dans le milieu politique. On lui sort une plainte au Togo comme quoi il n'aurait pas déclaré ses revenus de cette société étrangère-là. Donc, on faisait tout pour l'éloigner. Donc, malgré ça, lors de la première élection libre et indépendante du Togo, son parti gagne les élections et son représentant, donc celui qui devait être premier ministre, lui cède la place, même s'il n'était pas là. Et vu qu'il venait de gagner le Parlement et tout, on décide déjà d'annuler la décision du haut commissaire français et celui qui devait être le premier ministre dit non, Sylvanus Olympio, c'est lui qui est légitime, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Donc il cède sa place à Sylvanus Olympio parce qu'il savait que même si on a tout fait pour le mettre à côté, c'est vraiment lui qui mérite de gérer le pays. C'est lui qui a une vision pour le pays. Il a écrit la Constitution et à l'époque là, en 1958, pendant qu'il remboursait la dette, il était à la fois premier ministre, ministre de l'économie, ministre des relations extérieures et c'est lui qui a rédigé avec d'autres personnes la constitution du pays. Donc, vous voyez quand même que ce n'était pas n'importe qui et il a vraiment fait briller le Togo à l'international. Ça, at Washington National Airport, elaborate ceremonies herald the arrival of the President of the African Republic of Togo. His Excellency Sylvanus Olympio, Chief Executive of the West African nation, is greeted by President John F. Kennedy, members of the Diplomatic Corps, and American officials. Mr. President, for your efforts to win independence for your country, but even more for your efforts to build a better life for your people and to play a progressive and liberal and responsible position in the development of Africa. For your strong support for the United Nations. For all these reasons, Mr. President, you are most welcome to the United States of America. And in welcoming you, we extend a hand of friendship to your people. I hope that my visit here will enable me to understand more fully
the policies of the United States, and at the same time to contribute in a small measure to explain to you the real aspiration of our country. Once more, Mr. President, I thank you most sincerely on behalf of my people and on behalf of the members of my delegation for the very warm welcome which you have extended to us. Thank you very much. Il n'avait pas de complexe. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'était quelqu'un qui n'avait pas le complexe du colonisé. Déjà, je pense du fait de sa famille, parce que son grand-père, c'était un Brésilien d'origine portugaise et amérindienne. Donc, on peut dire que son père était brésilien et sa mère était une princesse Yoruba. Donc, il était polyglotte, parlait français, français, anglais, allemand. Il a vraiment milité pour la culture locale. Vous voyez comment il s'habillait, comment il se présentait. Il mettait en avant sa culture. C'était un bel homme, il était fier et il avait une vision pour son pays. En 1960, le 27 avril, 2 ans après l'élection, après avoir tout structuré, le Togo accède à l'indépendance. Comme vous le savez, c'était un jour magnifique. Il a dit: Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Les gens étaient vraiment contents le jour de... C'est-à-dire que le peuple togolais était content parce qu'ils avaient attendu leur indépendance. 27 avril, 0 heure. Le drapeau du nouvel État est hissé au-dessus de la ville plongée dans la nuit. C'est à la fois l'apogée et la fin d'une étape importante d'une évolution politique qui, sans faire couler le sang ou les larmes, a mené un pays à l'indépendance. Monsieur Sylvanus Olympio, Premier ministre du Togo, remercie dans son allocution l'Allemagne et la France qui, toutes deux, administrèrent le Togo dans un esprit d'entraide et de compréhension et non en puissance coloniale. L'ONU dans la liesse. Devant le monument de l'indépendance, les Togolais fêtent la naissance de leur république. Le Premier ministre rayonnant salue ses hôtes et la foule délirante de ses joyeux concitoyens. Le monument de l'indépendance, qui associe l'expression vigoureuse de l'art autochtone africain à une réalisation de style moderne, est le symbole de l'orgueil et de la joie de l'œuvre accomplie. L'indépendance, l'autonomie d'un jeune État. Donc là, vous voyez vraiment, c'était juste pour vous faire revivre un peu la joie, le pays. Tout le monde était content. Il y a eu vraiment toute une fête. C'était vraiment une grande fête dans tout le Togo avec Sylvanus Olympio au pouvoir. Bref, tout avait bien commencé. Et c'est là où on ouvre la partie un peu compliquée qui va certainement énerver les Togolais qui regardent. Mais on va regarder ça de façon objective. C'est l'histoire. C'est bien d'apprendre l'histoire parce que depuis que je le fais, en fait, je me rends compte que tout est relié, tout est connecté. Quand on est au Cameroun, on peut se dire que non, vraiment, la France a fait ça au Cameroun. Quand on est ici, on peut... Mais quand tu regardes tout l'ensemble, tu vois que tout ça est vraiment connecté. Tout est lié. Il n'a fait que 3 ans au pouvoir. 3 ans, regardez tout l'espoir là. Il n'a fait que 3 ans au pouvoir, de 1960 à 1963, le 13 janvier. Et le 13 janvier, c'est une date particulière au Togo. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de 13 janvier, il y a des événements. Mais le 13 janvier, c'était donc l'assassinat de Sylvanus Olympio. Pour comprendre ça, on va présenter 2 personnes. Mais je compte faire une soirée cinéma sur ce monsieur. Parce que
quand vous allez comprendre ça, vous allez vous rendre compte encore de ce qu'on dit. Tout est question d'intérêt. Au final, le problème, c'est que c'est très souvent le peuple qui paye les pots cassés. C'est ça le problème. C'est-à-dire, des gens font leurs intérêts, mais le peuple paye les pots cassés au final. Un monsieur est très important dans l'histoire de Sylvanus Olympio, c'est ce monsieur-ci, qu'on appelle Jacques Foccart. C'est un monsieur que beaucoup ne connaissent pas, mais regardez, petite recherche Google, France-Afrique, Jacques Foccart, le prince des ténèbres. Jacques Foccart, l'énigmatique monsieur Afrique, entre secrets. Et regardez, il est toujours dans l'ombre. Vous reconnaissez ce monsieur, Omar Bongo, encore très jeune, peut-être était même frère. Jacques Foccart est là. Vous reconnaissez ce monsieur, Houphouët-Boigny. Jacques Foccart est là. Vous reconnaissez ce monsieur, président Ahidjo, De Gaulle, président de la France, et puis Jacques Foccart. Et à chaque fois, il est rattaché au mot France-Afrique. Et d'autres vont même plus loin. On dit que c'était lui, le président de l'Afrique. On l'appelait un homme de l'ombre, mais bizarrement, il est toujours là. Il est partout. Avec ce regard fermé, genre, regarde, comme si vous boudez vous tous. Il est partout, véritablement. C'était le monsieur Afrique de De Gaulle. C'était lui, en fait c'est lui, vous voyez, c'est lui qui aurait donc bâti le réseau qu'on appelle la France-Afrique aujourd'hui, sous l'aide de De Gaulle. Et il a travaillé aussi avec beaucoup de présidents français, et même quand Sylvanus Olympio va rencontrer De Gaulle, donc là on est en 1958, parce que De Gaulle revient au pouvoir en 1958, après une sorte de coup d'état quand même qui s'est passé en France. Mais on va mieux voir ça quand on va parcourir un peu la vie de Foccart, vous allez comprendre. Donc il a bâti en substance un réseau de dirigeants africains. Je ne vais pas dire qu'ils contrôlaient, mais avec qui ils avaient des relations un peu d'influence. Et comme d'habitude, vous savez, c'est à la fin de sa vie qu'on a sorti les archives. Donc, l'homme de l'ombre, l'homme le plus mystérieux, le plus puissant, on l'appelle même le plus puissant de la 5e République. Donc, on parle ici des réseaux Foccart, l'homme des affaires secrètes, les réseaux, la France-Afrique, l'homme de l'ombre, l'homme qui dirigeait l'Afrique, monsieur Afrique. On l'appelle le prince des ténèbres. Il est toujours là et vous voyez toujours les présidents africains. Donc, quand la France doit donner, je dis donner, parce qu'on suppose qu'on l'indépendance, Jacques Foccart et De Gaulle ne veulent pas perdre le précaré français. Et ça, il faut que je te montre une deuxième chose pour que tu comprennes un peu pourquoi. C'était certes pour des intérêts économiques, mais c'est aussi que la période des indépendances en Afrique correspond aussi à la période de la guerre froide. Ok? Et la guerre froide, on a dit que c'était une guerre idéologique, machin, mais c'était une guerre. Ça veut dire que c'était après la chute de l'Allemagne, il y avait une opposition entre les pays du bloc de l'Ouest, dont représentés, je vais te mettre ça, par l'OTAN actuellement, dans les États-Unis, la France, la Belgique, tout le Royaume-Uni d'un côté, et de l'autre côté l'Union soviétique, l'Allemagne de l'Est, parce que l'Allemagne était divisée en deux parties, la Hongrie, la Bulgarie, surtout la Chine, la Corée du Nord, Cuba, le Vietnam du Nord et ainsi de suite. Ok? Donc, ça fait que tu avais toute la partie bleue, ici. Donc ça, c'était les pays membres de l'OTAN. Tu avais les pays membres du pacte de Varsovie. Donc, on peut dire en résumé la Russie et tous ces pays-là. Ils avaient une opposition, pas seulement idéologique, genre communisme contre capitalisme, mais aussi pour qui allait dominer le monde, parce que avant eux, l'Allemagne était devenue la puissance qui menait les guerres, tu vois. Donc, sauf que dans leur combat, c'était pas juste entre eux, c'était aussi dans des zones d'influence.
Donc, tu avais des autres pays alliés aux États-Unis, tu vois là en bleu. Et tu as, nous ici en vert, on nous dit juste qu'on était les pays colonisés. En tant que pays colonisés, nous, on devait forcément s'aligner du côté des anciennes colonies. En fait, c'est ce qu'on voulait nous faire croire. Donc, ça veut dire que si la France est bleue, tu supposes que dans leur logique, tout leur précaré ici devait être de leur côté dans leur guerre idéologique, mais pas seulement, c'était aussi une course à l'armement nucléaire. Et c'est pour ça que au Congo, au Katanga, tu as eu toutes ces oppositions qui se sont passées en fait. C'est arrivé au point où au Congo, des mercenaires français, ça c'est une autre personne dont on va parler de lui dans la série avec Jacques Faucard. Un certain Bob Denard a combattu contre les troupes de l'ONU au Katanga. Donc, ils se sont tirés entre eux. Il y a eu, je crois, 150 morts du côté de l'ONU à la bataille d'Elisabethville au Congo. Mais même au Congo, au Katanga, parce que l'enjeu, c'était l'uranium. Tu vois un peu à quel point donc, ils sont prêts à se tirer les uns et c'était les mercenaires envoyés par la France au Katanga. Et de l'autre côté, tu avais l'ONU, donc tu avais les États-Unis. La France voulait prendre la place de la Belgique seulement dans cette région-là. Après, on va dire que c'est des trucs ethniques, pour vous mélanger, mais c'était la course à l'armement nucléaire. Il n'y a pas d'uranium dans ces pays-ci. L'uranium se trouve dans cette région-là. Tu vois, c'est ici. C'est pour ça qu'il y a eu tant d'enjeux. Pour ça que l'ONU avait en face de des mercenaires qui tiraient sur eux. C'est pour ça que tu avais à un moment, on disait que Bongo, tu avais même après la guerre du Biafra, juste au Nigeria à côté, où l'enjeu là c'était le pétrole, il y avait toujours l'homme de Faucard derrière. Du moins, c'est ce qu'on a dit dans son documentaire et dans ses archives. Donc, cette guerre froide-là faisait que tous les pays, certains pays étaient non alignés. Il y a non, nous on n'est pour personne, laissez-nous tranquilles. Mais les colonies devaient suivre. Donc, l'enjeu au Togo, c'était les matières premières, c'était peut-être le phosphate. Il y a beaucoup de phosphate au Togo, mais ce n'était pas tant ça. C'était le fait qu'il fallait une zone d'influence française. Il fallait que la colonisation continue. Et c'est ce réseau-là donc que Jacques Faucard bâtissait avec De Gaulle et avec les dirigeants africains. Donc, c'était des dirigeants qui leur étaient soumis. Pour la plupart, ils étaient arrivés au pouvoir grâce au réseau Faucard. Par exemple, Omar Bongo, lui, il a été parachuté dans le cabinet. Il était le secrétaire du cabinet civil de Léon Mba, l'ancien président. Et quand Léon Mba est devenu malade, on a changé la constitution pour que le vice-président prenne le pouvoir. Et vous comprenez, donc Omar Bongo est devenu vice-président aussi simplement que Saddam il a pris le pouvoir parce que tout ça était piloté par le réseau Faucard avec l'aval de la France, évidemment. Donc, c'était des présidents dirigés par la France qui avaient les accords de défense, allaient être protégés en cas de dommages, coup d'État et autres. Mais ce qui se passe donc, c'est que Sylvanus Olympio, ce sera le premier coup d'État en Afrique. Et pourquoi? Parce que lui, pendant que De Gaulle fait sa tournée pour dire aux dirigeants que oui, vraiment, on aura, je veux vous faire la communauté qui sera... Lui, il n'est pas là. Il ne participe pas à tout ça parce que dans sa compréhension à lui, le Togo n'a jamais été une colonie de la France. Et le Togo n'a pas été une colonie. Le Togo, comme le Cameroun, étaient des protectorats qui ont été mis sous tutelle. Ça veut dire tutelle, ça veut dire que tu es un tuteur. Ça veut dire que tu dois accompagner quelqu'un jusqu'à ce qu'il devienne adulte. C'est ça le tuteur. Jusqu'à ce qu'il ait la maturité de l'indépendance. Mais la France, elle est gérée, que vous soyez sous tutelle ou colonie, ou vous tous séparés. Donc Faucard savait que Sylvanus Olympio n'était pas manipulable. Il était réfléchi. Il savait ce qu'il voulait pour son pays. Il était intellectuel. Et
Il allait donc forcément nuire aux intérêts de la métropole, en fait. Et c'était un jeu d'intérêt. Donc, quand Sylvanus Olympio part même les voir, ce n'est pas trop pour avoir l'aval de la France. C'est que lui, son opposition à la France était vraiment, vraiment en arrière. C'était Nayo. Avait dit, je vais pas faire beaucoup. C'était pas comme Sékou Touré où le gars a dit non, clairement. Lui, c'était, je vais juste poser mes actions, développer mon pays et au fur et à mesure, ces gens-ci vont comprendre qu'ils ne sont plus la bienvenue. Donc, il faut comprendre qu'il y avait cette tension-là. On ne l'aimait pas. L'ambassadeur français ne l'aimait pas. On ne l'aimait pas. En plus, il parlait anglais. Il est allé voir Kennedy et autres. On ne l'aimait pas. Mais si ce n'était que ça, ça aurait pu dire que bon, vraiment, ils vont gérer. Mais au-delà, bonsoir Ubuntu, au-delà du fait qu'on ne l'aimait pas, ce qui a fait tuer Sylvanus Olympio, en fait, d'après les témoins que je vais vous faire écouter, c'est parce que en 1960 ou avant, son projet clair, c'est de quitter le franc CFA. C'est ça la principale raison. Et c'est un économiste. Il avait déjà préparé une loi. Le Parlement togolais avait même voté une loi pour 8 frères qui mis le Togo à l'honneur. On a dit quoi au début là? Ablo de Badja. Ablo de Badja. Donc, le Parlement togolais avait voté une loi pour la création de la Banque centrale togolaise. Sylvanus Olympio avait déjà donné un appel d'offres pour la création de la monnaie togolaise. Et ce n'était pas comme la monnaie de Sékou Touré, parce que Sékou Touré dit on veut la monnaie, oui, mais est-ce qu'il maîtrisait tout? C'est pour ça que Foucault a envoyé des gens. Dès que Sékou Touré a dit on va créer la monnaie, on a inondé le marché de fausses monnaies guinéennes et le projet a plus ou moins survécu. Mais avec Sylvanus Olympio, il maîtrisait tout et son pays était à $0 de dette en 1960. Je vous dis encore ça. Et ce qui se passe, c'est que il avait fait un appel d'offres. Merci Frère Kémit. Il avait fait un appel d'offres à plusieurs sociétés pour l'impression de la monnaie et les Britanniques avaient déjà gagné. Là, on est en 1963. Non, on est en 1962 quand il négocie tout ça. Et le 15 janvier 1963, c'est le jour où il allait signer avec la France la rupture du contrat pour le CFA. C'est le 15 janvier 1963. Donc, dès qu'il allait signer ça, la monnaie togolaise allait être imprimée et le Togo, qui déjà ne devait rien comme dette coloniale, qui avait pris 2 ans pour travailler et rembourser ça, allait être, comme on dit, la petite Suisse d'Afrique. Ça allait être vraiment un développement exponentiel, coupé du CFA. On est en 1960, on parle du CFA aujourd'hui en 2020, le débat est là, mais ça fait 40 ans. Hein? Hey, 60 ans. Wow, ça fait 60 ans. Il avait déjà vu que nous développer avec cette monnaie, on ne va pas aller bien loin. Donc, le 15 janvier 1963, il devait signer l'accord qui allait totalement mettre fin au CFA en fait. Je vous dis encore le 15 janvier. Et il a été assassiné quand? Le 13 janvier 1963. Donc 2 jours avant la signature de cet accord. Vous voyez un peu, il faut comprendre ça parce que oui, on va dire que c'est elle qui l'a tué, il voulait. Il y a beaucoup de raisons, mais une des raisons majeures, c'est vraiment ça. Il signait la fin du CFA, la fin de l'accord avec la France le 15 janvier 1963. Il se fait tuer
le 13 janvier, 2 jours avant. 2 jours avant. Et c'était une loi, ce n'était pas un décret, c'était une loi que le Parlement avait déjà votée. Et là, il avait déjà fait un appel d'offres. Les Britanniques avaient gagné l'appel d'offres pour l'impression de la monnaie togolaise. Quand même qu'il y ait une monnaie avec son effigie. C'est ça le projet phare de Sylvanus Olympio. Et donc, je vous montrais Foucault et autres. Ça allait servir d'exemple au Togo. Donc, au Togo, c'est pas vraiment les matières premières comme au Congo. Non, c'est vraiment l'enjeu et la portée politique. Le fait que Sylvanus Olympio était un modèle, un exemple, un intellectuel, pas manipulable, polyglotte qui pouvait tisser des relations avec n'importe qui. Et il allait servir d'exemple parce que si le Togo quittait le CFA à ce moment-là, en 1963, commençait à devenir prospère, les autres États allaient se dire que, mais attends, mais voilà le Togo, ça fonctionne, ils ont pu quitter. Donc pour tuer ça dans l'œuf, il fallait absolument mettre fin à la vie de Sylvanus Olympio. Sur le plan ethnique, on ne pouvait pas, parce qu'il avait vraiment uni le pays culturellement. Exactement, tout le monde aurait suivi. Il allait servir de modèle. Et ces gens l'ont compris que si on stoppe leur leader, on stoppe le mouvement. C'est ça l'enjeu. C'était pas une indépendance comme De Gaulle voulait. Quand il fait sa tournée en 1948, il part à Brazzaville, les foules sont là en train de danser, contentes et tout. Oui, mais devant Sylvanus Olympio, lui, il était pragmatique. Il a d'abord dit que toute la tournée de Gaulle là, De Gaulle n'est pas arrivé au Togo. Il n'est pas arrivé au Togo. Tu vois, il avait en face de quelqu'un qui allait initier un vrai changement. Et c'est pour ça qu'ils ont dû faire stop. Donc maintenant, comment faire? Voilà le problème. Voilà quelqu'un qui est vraiment indépendant. Il met sa culture en avant. Il n'a pas honte. Il n'a pas peur de nous. Il n'est pas intimidé. Déjà, je rappelle encore que c'était à son époque le président le plus diplômé du monde. Pas d'Afrique. Du monde. Donc, tout ce que vous citez là, même intellectuellement parlant, les gars ne pouvaient pas. Tu vois un peu? Ils ne pouvaient pas. Donc, il fallait mettre un stop. Donc, comment on fait? Donc, le problème, comme je vous dis, salut Fatouna, le problème, ce n'est pas qui a. Qui a, c'est la fin. Il faut toujours chercher pourquoi. C'est le pourquoi qui importe. Qui a, c'est juste un gars en bas d'échelle qui exécute quelque chose. Mais le pourquoi te fait comprendre les vraies raisons, il te fait comprendre les vrais enjeux, il te fait tirer les bonnes leçons en fait de ce qui se passe. C'était principalement ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Au Congo, c'était simple. On a pris la région minière, la région la plus riche. On a mis un Moïse Tchombe là-bas. Il était soutenu par les Belges qui venaient de dire que vous êtes indépendants maintenant, mais l'armée belge était sur place pour combattre l'armée de Lumumba. Il était soutenu par les mercenaires français. Il y a des images, hein, vous les voyez ensemble. Et on a dit que le Katanga déclare l'indépendance et bam, on prend l'aspect ethnique parce qu'il faut manipuler les gens sur place. On commence à dire que non, il y a peut-être les Balouva, Lumumba vient de tel, il favorise son peuple et les gens commencent à se tuer bêtement parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. Ils ne savent pas que tout ce qui intéresse ces gens, comme j'ai dit, la vraie guerre ethnique, c'est le sous-sol. C'est en bas. C'est pas ils s'en foutent de votre culture. Vous tuez. Quand des mercenaires français menés par, comment il s'appelle, Guy Bédard, quelque chose, on va voir ça une autre fois, sont prêts à tirer sur les troupes de l'ONU. Et je crois même que c'est au Congo que l'avion du secrétaire général de l'ONU, il s'appelait, il avait un nom compliqué là, aussi c'est Monsieur H, Hans quelque chose, un long nom. Quand ça s'écrase au Congo, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas un hasard.
il y a un enjeu là-bas. On appelle le Katanga voilà, une anomalie, une anomalie géologique. Mais non, voilà, donc il faut comprendre ça. Donc au Congo, il y a le phosphate, oui, la France exploitait le phosphate, mais l'enjeu, c'était pas ça, c'était l'exemple, c'était quitter le CFA. Il allait servir d'exemple et il avait d'autres projets, même sur le plan africain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où on passe au comment. Donc, Foucault et son pote de Gaulle sont là, mais celui-là commence à nous gêner. Qu'est-ce qu'on fait donc à ce moment-là? Il faut trouver le comment l'enlever du pouvoir. Sur le plan ethnique, on ne peut pas. On ne peut rien faire. Le pays est uni, son peuple l'aime. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? On est à la même année, 1960 et toutes ces années, dans les années d'indépendance de tout l'Empire français. Si vous avez vu le documentaire Décolonisation, qui est encore sur la chaîne, je crois, vous voyez qu'il y avait des guerres d'indépendance parce que la France ne voulait pas partir. L'Angleterre gérait avec les chefs. L'Angleterre venait faire le commerce en Afrique. Eux, c'était on prend l'argent, on prend les bonnes choses. Ils ne venaient pas trop pour s'imposer. C'est pour ça que toutes les colonies où l'Angleterre était... Aujourd'hui, regardez l'Afrique, regardez les États de l'Empire britannique. Vous allez quand même voir qu'il y a plus d'avancées. Mais la France, non, on ne parle pas. On est bien. On va exploiter. Ils vivent un peu aux dépens. Pas un peu, aux dépens. Peut-être, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. Je ne sais pas. Ah, vraiment. Vous voyez, ils ne voulaient pas partir. Donc, ce qu'on a fait, c'est que il y avait des guerres d'indépendance et bizarrement, les tirailleurs d'autrefois, donc ceux qu'on était venus prendre en Afrique pour aller sauver la France lors de la Deuxième Guerre mondiale, pour aller combattre, c'était les mêmes personnes qu'on prenait maintenant pour combattre des autres colonisés comme eux. Les personnes qui avaient la même couleur qu'eux, qui voulaient la liberté. Donc, tu te rends compte, ils étaient quand même allés en Europe combattre l'Allemagne qui occupait la France, donc qui colonisait la France. Mais ils sont aussi rentrés en Afrique combattre d'autres Africains, d'autres Noirs en Indochine aussi, qui voulaient l'indépendance comme eux. Donc tu combats tes frères en fait, qui veulent la même chose que toi. C'est quand même un peu paradoxal, mais c'est ça qui est arrivé. Et Sylvanus Olympio, à l'époque, il gérait le budget. Souvenez-vous, c'était un brillant économiste. Il avait dit qu'il ne veut pas mettre, que le Togo d'abord n'a pas besoin d'une grande armée. Il y avait 500 personnes dans la police, la gendarmerie, une sorte d'armée parce que il gérait, il avait dit que vraiment, faut pas qu'on dépense beaucoup dans ça. Il maîtrisait c'est pas le hasard, c'est pas que empruntons l'argent, on va vivre, non, il maîtrisait ces chiffres. Exactement. Attends. Non, sauf que moi je te dirais que pour le moment, c'est nous la cigale. Parce que dans l'histoire, c'est la fourmi qui est intelligente, qui sait gérer ses ressources, tu vois. Mais oui, ça peut être la cigale, mais pour le moment, la cigale est quand même maligne. Donc, ces militaires-là, donc, qui sont allés combattre leurs semblables, ceux qui étaient togolais, rentrent au Togo. Et là, Foucault et de Gaulle se disent que ouf, on a trouvé. Sylvanus Olympio ne voulait pas augmenter l'armée, donc il ne voulait pas intégrer ces militaires qui sont rentrés dans l'armée togolaise pour des questions de budget et aussi parce qu'il savait que des gens qui ont servi la France pour tuer d'autres Noirs dans mon armée, mon gars, ça veut dire que tu es sous contrôle de la France en fait. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est des militaires, à l'époque, tu peux bien te dire que c'était pas forcément les plus brillants de la salle de classe, tu vois. C'était juste les gars forts et on les a formés à... tu comprends un peu. Donc, c'était pas les plus... C'est les gens prompts à obéir à des autres. Pour des gens prompts à obéir à des autres, je dis bien à l'époque,
dénigre pas tous les militaires du monde, non. À l'époque, tu prends juste des gens qui ne réfléchissent pas. Parce que quand Sankara nous dit que un militaire sans formation idéologique ou politique est un criminel en puissance, lui-même un militaire, il sait de quoi il parle. Il veut dire que un militaire qui ne réfléchit pas à l'ordre qu'on lui donne et qui ne fait que exécuter pour servir les intérêts de celui qui lui donne l'ordre et non celui du peuple, c'est un criminel en fait. Donc, tout ça, tout c'est un peu connecté, tout c'est relié. Et ils reviennent au Togo et ils disent qu'on doit les intégrer dans l'armée régulière. Sylvanus Olympio n'était pas pour ça. Il n'était pas d'accord. Et ça a servi de prétexte pour que le plan que je vous ai annoncé plus haut, on a trouvé le comment le faire taire. Ok? On a trouvé le comment. Et on est donc passé par ces militaires-là pour exécuter le plan. On va voir ce que ça donne, ce que ça donnait à l'époque en images. Donc, on va remonter en 1963, le 13 janvier donc, pour vivre les événements. Et je vous rappelle que 2 jours après le 13 janvier, c'était la signature, c'était la fin. Donc, il devait signer le 15 janvier 63, donc la même année, la fin du CFA et commencer avec la monnaie togolaise. Petite question comme ça, pendant qu'on va voir ça. Qu'est-ce qui c'est? Est-ce que le président qui est venu après a signé? C'est une petite question. Parce que s'il a signé, ça veut dire qu'ok, il y avait une autre raison. Mais s'il n'a pas signé cet accord qui devait avoir 2 jours après, vous comprenez donc le pourquoi. Et maintenant, vous allez voir le comment, ce qui s'est passé. Plusieurs savent déjà, mais bon, revivons les événements. C'est toujours intéressant. Premier secrétaire du comité insurrectionnel vous parle. Le comité insurrectionnel a tenu sa deuxième réunion de 12h à 14h. Tous les membres étaient présents. Vu l'urgence qui a doté rapidement la République d'un appareil exécutif, le comité a décidé de faire appel à M. Nicolas Grunitzky pour former un gouvernement provisoire. Ok, je fais une petite pause. Pour ceux qui ne savent pas, Nicolas Grunitzky, c'était le beau-frère de Sylvanus Olympio, mais c'était aussi un acteur politique. Mais lui, c'était vraiment un acteur politique plus proche de la France. Donc lui, il était pour les Français en gros. Et petite précision, ce n'est pas un coup d'état militaire qui a eu lieu au Togo, parce que ceux qui ont fait le coup d'état ne faisaient pas partie de l'armée togolaise. Ok. Donc, c'était des gens qui voulaient être intégrés dans l'armée. Donc, ce n'est pas un coup d'état militaire en tant que tel, même si ce sont des militaires qui l'ont fait. Des anciens militaires d'Indochine qui avaient vu comment on tue les colonisés. Ok. Deuxième petite pause. La vidéo est sur YouTube et comme je dis toujours, moi je fais des pauses un peu pour expliquer. Vous voyez, je dis bien des anciens de nos troupes coloniales. Là, ce n'étaient pas les troupes des tirailleurs. Ce n'était plus les troupes des tirailleurs sénégalais qu'on a, dont on a même... Quand il y a eu la victoire, on a blanchi certains, on leur a dit rentrez vite dans vos pays. Il faut qu'on voit que ce sont des blancs qui ont gagné la guerre. Aïe, quand même. Parenthèse, je ne sais pas si vous êtes au courant que quand les Américains arrivent en France et qu'il y a des parades militaires, tous les tirailleurs, on les enlève des rangs pour mettre des blancs devant. Donc, on prend même un boulanger, on dit pardon, porte seulement l'uniforme, tu te mets ici. Pour qu'on voit que c'était eux qui avaient combattu. Pourtant, c'était des tirailleurs de tous les pays africains. Mais là, ce n'était pas des tirailleurs. Là, c'était vraiment les anciens de nos troupes coloniales. Donc, c'était des troupes qui partaient maintenir la colonisation dans les territoires français. C'est ça qu'on dit. Le colonel Dadjo, bon, il y a beaucoup d'histoires que j'ai écoutées, mais
le plan initial n'était pas l'assassinat de Sylvanus Olympio. Il a été très dérangé par ça. Je ne sais même pas s'il est resté dans l'armée. Mais vous voyez, en fait, c'est ça, c'est l'histoire et c'est là, hein, c'est sur Internet, c'est disponible. c'est disponible, quoi. Donc, on continue. Et dans le fond, le commandant Dadjo et moi avons été mercredi dernier pour voir le président de la République. donc 4 jours avant sa mort. 4 jours avant sa mort, il a été vu par le commandant Dadjo et le lieutenant. Qu'est-ce que vous lui avez dit? On lui a mis au courant. Excusez-moi, on va écouter ce qu'il dit, mais je vous ai bien dit que tu ne prends pas des gens qui réfléchissent, genre, vous écoutez comment ils parlent, genre, qui va discuter tes autres, qui va réfléchir au purpose, au but. Non, je prends vraiment des gens comme ça pour tes troupes coloniales, que quand ils voient le blanc, hey, le blanc, tu vois, c'est ça. Je voulais juste préciser ça. C'est drôle, hein? Vous rendez compte qu'on dirait que c'est le journaliste qui lui dit quelle était leur revendication. Donc, il lui donne les punchlines, avoir du travail. Oui, il dit avoir du travail. Il dit, vous voulez ça? Il dit, oui, on voulait ça. Et c'était le tout premier reportage. Et voilà la version qu'on a voulu donner de l'histoire, en fait. Genre que c'est à cause des militaires qui n'étaient pas contents, ils se sont rebellés, ils revenaient d'Indochine, ils voulaient juste le travail, et c'est ça. C'est pas pour ces raisons qu'on tue un président. Je veux dire, vous voyez. Oui, il récite en fait, Fatouna. Oui, James, il récite, ça se voit. Il a un speech, il a un jeu d'acteur à tenir, et il faut qu'on retienne que la version, c'est que voilà, les militaires étaient pourtant je vous ai expliqué au début de la vidéo le vrai pourquoi. Ça c'était juste le comment, ça c'était le prétexte, c'était le prétexte pour arriver à ce jour triste qui, ça m'énerve quand même. C'est le président qui a tiré le premier coup de revolver, et puis il y a eu la riposte immédiate. Regardez cette expression. Et je sais que vous êtes... Regardez cette expression. Quand on fait ça, ça vous dit oui, exactement. Ça vous dit tout. Ça vous dit tout. Et la dernière fois dans la vidéo du Compaoré, vous avez vu ces micro-expressions lors de l'interview. C'est la même chose ici. Regardez juste ses yeux. Regardez comment il réagit. Il réagit comme quelqu'un qui dit: est-ce que j'ai bien raconté ce qu'on m'a dit de faire? Regardez ce regard. Tout est là dans la vidéo. Il ne fait que exécuter, raconter une version qu'on lui a donnée. Ça c'est quoi ça? Hein? Donc, oui. Et il dit que la communication non verbale, le regard fuyant, ça veut dire qu'il sait que ce qu'il dit est faux. C'est quand on dit la vérité, on regarde les gens dans les yeux, on tient son point et on est clair. Mais quand tu fais comme ça, donc son non-verbal trahit ce qu'il dit et on sait que ce qu'il raconte, ce sont des histoires finalement. Mais bon, c'était la version qu'on voulait qu'on retienne, que le président a tiré en premier. Je ne vois pas déjà pourquoi le président aurait vu des militaires et aurait tiré en premier. Cette version ne tient pas la route. D'abord, elle est contestée par plusieurs autres versions. Mais voilà, c'est les archives qu'on a. Oui, c'est malheureux, disait Togolais. Ils sont des gens particulièrement paisibles. Et il est certain aussi que cette mort hypothéquera lourdement l'autorité morale de ceux qui l'ont avalisée. Cette maison était celle de Sylvanus Olympio. Il s'y trouvait le soir de sa mort lorsqu'on va le chercher pour l'arrêter. Trahi par son armée, abandonné par sa police, il chercha refuge chez son voisin, l'ambassadeur des États-Unis. Les deux maisons sont adjacentes. Il avait 4 mètres à franchir, et alors qu'il poussait cette porte, aujourd'hui ouverte, il reçut 3 balles dans le dos. Autre point de correction, ça c'est la version officielle française qu'on voulait nous faire retenir. Mais il dit qu'il avait affranchi comme s'il était en train d'entrer
dans l'ambassade américaine. Non. La réalité, c'est que effectivement, les deux maisons, la maison du président, et il n'était gardé que par 2 policiers. Ça, déjà, j'ai trouvé ça. En fait, il n'avait peur de rien, il ne soupçonnait rien. Donc, premier truc que vous ne devez pas retenir, il n'a jamais tiré en premier. Ça, c'est pas logique. Et les militaires sont arrivés, ceux-là sont arrivés une première fois. Je les appelle, ils n'étaient même pas dans l'armée. Les ex de l'armée coloniale sont arrivés et ont d'abord attaqué sa maison. Donc, on l'a cherché dans sa maison pour l'arrêter. Et il est donc sorti de là pour se réfugier dans une voiture dans l'ambassade américaine. Et ça, c'est un détail qu'il faut vraiment retenir parce que ça, c'est pas anodin. Une ambassade, c'est une zone diplomatique. Donc, c'est comme un pays d'un pays. Donc, normalement, c'est comme s'il était déjà aux États-Unis. Donc, il devait être protégé d'une certaine façon par les États-Unis. OK? Mais, quelque chose s'est passé donc. On va d'abord mettre pause sur cette version-ci et on va écouter, on va lire en fait, je vais vous lire la version d'un autre journal. Moi, je suis désolé, mais fait Jeune Afrique, c'est pas que leur fait confiance, mais c'est les ressources qu'on a, c'est les archives qu'il y a et ils ont une autre version un peu parallèle. Donc, stop ça. Et on va voir un peu ce que la version que Jeune Afrique nous dit sur qui a tué le président. Aucun doute, ce sont des militaires qui ont tiré, mais la nuit du 12 au 13 janvier a été longue. Beaucoup de coups de fil ont été passés et à Paris comme en Washington. On en sait bien plus qu'on ne veut l'avouer. Permettez que je saute, mais je crois que vous voyez bien le lien. En fait, vous tapez sur Google, vous allez voir le lien. Bon, sur cette nuit tragique du 12 au 13 janvier, il y a au moins 2 certitudes. L'attaque de la résidence du président togolais à Lomé a commencé le soir à 23h. OK? Donc, dès le soir, on a attaqué sa maison et il a été assassiné le lendemain à 7h15 devant le portail. Ah oui, c'est les Français. De l'ambassade des États-Unis, oui. D'où il venait d'être extrait. OK? Ça veut dire qu'il ne devait pas franchir, mais il a été sorti de là. Donc, c'est comme s'il a été tiré des États-Unis. Et entre les 2 événements, il s'est passé 8 longues heures où des coups de fil ont été donnés et des ordres transmis. 8 heures sur lesquelles les États-Unis et la France savent beaucoup de choses. Ils continuent 50 ans, oui. Sera un jour la vérité des témoins ont parlé des documents. Si les Togolais le demandent, les archives s'ouvriront. Bon, bref. En 1963, qui voulait se débarrasser du père de l'indépendance togolaise? Les Français déjà. Ce n'est pas moi qui dis. Vous voyez, moi je lis. Pour vous dire que tout ça est disponible. Hein. Peut-être c'est qu'on ne cherche pas ou on ne sait pas, mais c'est clair. Pour De Gaulle et Foucault, son conseiller aux affaires africaines, Olympia était le prototype du chef d'État sournoisement anti-français. D'abord à cause de ses origines, né à Lomé, 1902, sous la colonisation allemande, formé à la London School of Economics, l'homme était polyglotte, allemand, anglais, français, portugais, yoruba. Wow! Wow, wow, wow! Et avait travaillé pour la compagnie Unilever. Il avait incarné ce pays multiculturel que les Français n'avaient pas pu coloniser à leur façon. Entre 1919 et 1960. Donc, oui, on sait que la tutelle avait été confiée et on dit que, et juste après l'indépendance, en mai 1960, le premier président du Togo avait confié à l'agence France Presse AFP, je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France. Ah! Oh, ouais, le courage. Ok. Donc, il inspirait autant plus de méfiance à Foucault qu'il était insaisissable. Bon, la petite blague, comme un savant Unilever. Je trouve pas ça drôle, mais bon, il a essayé. C'est pas son domaine. Hein? Les gens essayent.
À la différence du Guinéen Sékou Touré, il ne s'opposait pas frontalement à la France. Il était allé voir De Gaulle à Paris en mars 62. Mais 10 jours plus tôt, il avait été reçu avec tous les égards par les Américains. Kennedy s'était même déplacé à l'aéroport de Washington, d'où le rictus de Focard. La colère, ce jour où il accueille Olympio sur le perron de l'Élysée. Focard dit « Sylvanus Olympio n'était pas un de nos amis », confiera-t-il plus tard dans un livre. Toujours, il gâte vos pays, il fait le mal. À la fin de sa vie, il vous sort un livre d'archives qui vend et qui donne un héritage à ses enfants. Comme ça. Comme ça. Il dit, avec lui, mes relations n'ont jamais été cordiales comme celles que j'entretenais avec Nicolas Grunitzky. Vous vous souvenez de Grunitzky? C'est l'homme qui prend le pouvoir juste après. Ok, continuons. Début 63, Sylvanus Olympio envisageait même de sortir de la zone franc CFA et de créer une monnaie togolaise adossée au Deutschmark. Le Togo, par sa politique d'équilibre, risquait donc d'offrir un modèle d'émancipation à toutes les ex-colonies françaises. En un mot, vu de Paris, Olympio était plus dangereux que Sékou Touré. Ok. Maintenant, on dit, outre les Français, quelques dizaines de Togolais avaient aussi de sérieuses raisons de vouloir se débarrasser de leur président. Il s'agissait d'anciens soldats de l'armée coloniale française. Bref, ça on sait, c'est outre, mais bon, techniquement. Mais, intéressant, ces soldats qu'on appelait les demi-sortes, parmi ces demi-sortes, l'adjudant-chef Emmanuel Bojolé, 35 ans, chef d'opération du 12-13 janvier, et le sergent Étienne Eyadema. Voici là où je dis souvent qu'on joue avec nous. Tous deux étaient des cabiers du nord du pays, alors que le président était un Ewe du sud. Vous voyez, quand on vous dit que l'enjeu réel, c'est ce qu'on t'a dit en haut, c'était le CFA. C'était l'indépendance économique, c'était qu'il n'était pas manipulable. Après, le prétexte, c'est que bon, il y avait des gars de l'armée fâchés. On te dit ceux qui ont mené l'opération, mais ensuite, on te souligne l'appartenance ethnique comme pour dire que c'est comme s'il y avait une haine entre les ethnies du Togo. On te précise que c'était tous deux des cabiers du nord du pays. Pourquoi? Si tu es du sud du pays et tu lis ça, tu te dis, oh, les gens du nord, c'est eux qui ont tué Olympio. Si tu es du nord du pays, tu dis, ah oui, on l'a tué parce qu'il favorisait les Ewe. Tu vois, c'est pas par hasard. Tu ne vois jamais ce genre d'allusion dans des articles sur d'autres présidents, genre il venait de Washington. Mais chez nous, c'est comme ça. Ok? Donc, après, par ailleurs, plusieurs opposants togolais sudistes comme nordistes étaient à l'époque emprisonnés à Lomé avec des chaînes aux pieds. Ils ne devaient pas. Bref, oui, blablabla. Laissez-nous les fausses histoires. Donc, tout ça là, c'est pas très intéressant. On sait qu'on a attaqué sa maison. Ils étaient couchés. Sa résidence n'avait que 2 policiers. Je ne sais pas ce qu'on leur a fait. L'élément en fait qui se passe, c'est qu'ils partent se réfugier à l'ambassade. L'ambassadeur de France appelle l'ambassadeur des États-Unis. Ok, donc voilà. À 3h30, il est 3h30 du matin. L'ambassadeur de France appelle l'ambassadeur des États-Unis. Selon le récit de la fille Sophia. Attends, la fille de qui? La fille de Olympio. Sophia. Ok. L'ambassadeur des États-Unis de sa fille, Léon B. Poulada, reçoit un coup de fil à sa résidence qui est située à environ 3 mètres de ses bureaux qu'il appelle. C'est là le témoignage que le J-Chris Olympio, le fils du défunt important, dit: presque 2 ans après la mort de mon père, j'ai rencontré Poulada à Washington. Il venait de quitter le département d'État et il était encore traumatisé. Il m'a reçu pendant 3 heures et il m'a dit que c'était l'ambassadeur de France, Henri Mazoyer, qui l'avait prévenu cette nuit-là qu'un coup d'État était en cours
et que le président s'était peut-être réfugié dans son ambassade. Voilà là où tout a commencé en fait. Tout ce qu'on dit avant là. Maintenant, et l'ambassade des États-Unis n'est protégée par personne à cette époque, pas de marine, pas de garde armée, juste un veilleur de nuit. Quand Poulada arrive avec son véhicule, il tombe nez à nez avec les putschistes qui paraissent ivres et drogués et qui le menacent, évidemment. Après quelques palabres, il entre dans l'enceinte diplomatique. Aussitôt, Olympio lui fait signe et lui raconte ce qui vient d'arriver. L'Américain lui conseille alors de ne pas bouger de la brique et d'attendre qu'il revienne avec des clés pour lui ouvrir les bureaux. Donc, il était caché dans une voiture dans la cour de l'ambassade américaine. L'ambassadeur arrive, il lui dit « Ok, don't move, Sylvanus, I'm coming with the keys. » Chose bizarre parce que comment I'm coming with the keys? La première fois, il était venu avec quoi? Il venait faire quoi à l'ambassade s'il n'était pas venu avec les clés? Il a quand même pris les clés de sa voiture, a roulé jusqu'à l'ambassade, est entré et dit au président « Attends ici, je reviens avec les clés. » Dans son trousseau de clés, là, il n'y avait pas les clés. Bref, dit-il la vérité? Pas sûr. Oui, ouais, je suis pas sûr. D'après sa fille, Poulada n'ouvre pas le bâtiment car il a peur des putschistes. Ah, vraiment, je devais juste lire. L'ambassadeur ne traîne pas, il retourne à la résidence et appelle son homologue français pour lui confirmer qu'Olympio est bien chez lui. Ah, après toute la tournée qu'il a fait aux États-Unis et tout. Ah. Le jeune diplomate américain, le vice-consul Richard Estock, habite un bâtiment juste en face de l'ambassade. À 6h40, Poulada lui téléphone et lui demande de surveiller ce qui se passe. Surveille. Je lui ai dit que je surveille. Storch observe le va-et-vient d'hommes armés dans la rue. À 7h10, il aperçoit un civil en short et pieds nus au milieu des putschistes. À 7h15, il va se faire un café. C'est à ce moment-là qu'il entend comme attends. Il aperçoit le civil à 7h10. Et pourquoi à 7h15, il va se faire un café? J'aperçois le civil. Et au moment où j'entends 3 coups de feu, c'est là où je pars me faire un café. Ah, Storch. Juste parce que tu n'as pas voulu... Hey! Oh! Ah! Les gens, si. Vous aussi. Storch. Vous tous. C'est un autre diplomate américain. Il va se faire un café et c'est à ce moment-là qu'il entend 3 détonations à intervalles réguliers. Des coups de feu trop espacés pour être des tirs contre un homme en fuite, précise-t-il dans un rapport qu'il écrira. Pour la première fois depuis les indépendances, un président abattu et ses assassins sont entrés dans une ambassade pour le capturer. Le territoire des États-Unis a gravement... C'est sans doute la raison pour laquelle, malgré le US Freedom of Information Act, les documents du département d'État sur cette affaire ne sont déclassifiés qu'au compte-gouttes. Ok. Jusqu'ici, vous suivez, non? C'est vrai que c'est long de lire et de dire, mais voilà, c'est quand même intéressant quand vous voyez les détails comme ça de l'histoire, vous voyez les versions, c'est les clés, machin. À 7h15, je vais me faire un café. Je regarde d'abord à 7h10, c'est 5 minutes, je vais me faire un café. Tu vas te faire un café à 7h, tu avais sommeil, tu as dormi la nuit. Bref. Maintenant, on nous dit qui a tiré. Les jours qui ont suivi, le sergent Eyadema s'est vanté devant les reporters du Figaro, du Monde, de Paris Match et de Times d'avoir abattu le président de ses propres mains. Il dit « Je l'ai défendu parce qu'il ne voulait pas avancer ». C'est pas vrai. C'est pas... D'abord, lisons. En 92, il s'est rétracté sur RFI. Est-ce vraiment lui? Faute de témoins directs, on ne le saura jamais. Non, on le sait. Mais le fait que sa revendication dès les premières du push lui ait donné le prestige dans la troupe, il a sans doute aidé à prendre, oui, ça a fait qu'il est devenu comme le boss en fait.
Parce que ce qui est drôle, c'est que Grunitzky, qui succède à Olympio, lui-même 4 ans après, on le fait aussi sauter. Le même Eyadema. Parce que c'est l'armée qui avait le pouvoir. Je ne sais pas si ça a changé au Togo, mais c'était l'armée. Les gens qui ont les armes ont le pouvoir. Qui a indiqué aux assaillants l'endroit où se cachait Olympio quand le président, les putschistes n'entrent pas dans l'enceinte diplomatique. 7 heures plus tard, après l'échange téléphonique entre Pouladé et Mazoyer, il n'hésite plus. Or, Henri Mazoyer est l'agent de Jacques Faucard à Lomé. Le commandant Georges Métrier se faisait depuis des semaines les avocats de ces ex-tirailleurs sans emploi auprès d'Olympio. Dans la maison France-Afrique, il reste encore un grand placard avec plein d'archives à ouvrir. À Paris, dans les archives, des courriers, des lettres, des rapports que les gouverneurs, notamment le gouverneur Jean Moutari, écrivaient à ses supérieurs pour se plaindre de Sylvanus Olympio. Ils sont allés jusqu'à dire qu'ils n'avaient pas d'ennemis au Togo, sauf Sylvanus Olympio. Mais la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et va provoquer l'assassinat de Sylvanus Olympio, c'est l'affaire du CFA. Sylvanus Olympio qui donc était sorti avec brio d'une la plus prestigieuse école d'économie, devenu président de la République togolaise, s'est dit: vous ne pouvez pas prétendre être indépendant et utiliser une monnaie d'autrui. Parce que le CFA, le franc, colonie française d'Afrique, qui va devenir colonie, le franc des communautés franco-africaines, et aujourd'hui le franc de la communauté financière africaine, je ne sais pas quelle communauté, vous ne pouvez donc pas prétendre être indépendant et utiliser une monnaie d'autrui. La belle preuve, la preuve la plus palpable, la plus tangible, à mon humble avis, au 11 janvier 1994, la France va rassembler les chefs d'État francophones d'Afrique à Dakar et d'évaluer le franc CFA de 50% du jour au lendemain. C'est-à-dire, ce que vous pouviez acheter hier à 1 franc, aujourd'hui il vous faut 2 francs pour acheter la même denrée. Alors que vos revenus n'ont évidemment pas doublé. Et donc, ils se sont dit, Sylvanus Olympio décida donc de créer une monnaie nationale togolaise. De Gaulle venait de revenir aux affaires. Il s'adresse à la France, De Gaulle dit niet, il va voir les Allemands, les Anglais et les Américains. Ce que je vous dis, ça ne vient pas de mon imagination. Quelque temps avant la mort du docteur Rodolphe Trenou, je l'ai approché et il m'a dit, c'est lui qui m'a dit, il m'a raconté ceci. Alors donc, non seulement les Allemands, les Anglais et les Américains, non seulement eux, ils ont acquiescé, approuvé l'opération, ils ont avancé des fonds pour favoriser cette opération. Et la France s'est dit, cette fois-ci, ça ne va pas passer. Ce monsieur, ça fait déjà un bout de temps qu'il nous emmerde, passez-moi le terme, mais cette fois-ci, ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que Sékou Touré peut fabriquer une monnaie, il échouera parce qu'il ne s'y connaît pas. Donc, voyons, c'est leur raisonnement. Par contre, Sylvanus Olympio, sa formation théorique, son expérience pratique et son caractère, attention, c'était un homme volontaire et non pas velléitaire. Quand Sylvanus Olympio voulait quelque chose, il devait l'avoir. Et donc cet homme-là allait nécessairement réussir. Et s'il réussissait, n'est-ce pas, il créait un précédent qui pouvait faire tâche d'huile et semer la zizanie dans notre carré en Afrique de l'Ouest. Il faut l'arrêter. Donc Sylvanus Olympio décide de créer sa monnaie. Il fait créer une banque nationale, non pas par décret, alors qu'il aurait pu, étant donné que son régime était un régime présidentiel, il aurait pu le faire par décret. Mais non, mais pour donner plus de poids à cette banque qui va gérer la monnaie togolaise, il a fait créer par une loi, c'est-à-dire par une loi votée par l'Assemblée nationale. Voilà le fond
de cette histoire d'assassinat, c'est le fait que Sylvanus Olympio, non seulement a été, mais était, en fait, j'ai vu, quelqu'un m'a montré il y a quelques jours sur ce que vous appelez là, les nouveaux portables là, oui, un billet avec les fusils de Sylvanus Olympio. C'est ça. Et l'affaire continue. Tous les experts africains, aujourd'hui, écrivent des bouquins, publient des articles pour dire que le CFA n'est pas une bonne chose pour l'Afrique. Entre parenthèses, le tout premier expert économiste, docteur en économie, ou même agrégé même je crois, qui a publié un bouquin sur l'histoire, le franc CFA, c'était un Camerounais, Joseph Kwame Tchunjang. Il n'était pas malade, il enseignait à l'université d'Abidjan. Un beau matin, on le voit mort sur son lit. Et vous comprenez que beaucoup ont pensé que c'était une mort plutôt suspecte, parce qu'il dénonçait justement les méfaits de ce fameux franc CFA. On a tué Joseph Kwame Tchunjang. Je le cite dans le bouquin que j'ai écrit sur le régime et l'assassinat de Sylvanus. Et il y a beaucoup d'autres bouquins. Donc, ça, c'est dingue. Je sais que beaucoup sont encore en train de dire, mais qui? Sur le qui donc, qui est finalement l'élément qui pour moi n'est qu'un détail, il y a deux versions. Il y a la version qui a été niée en 92 par le feu président Eyadema, donc le père du nouveau. C'est une affaire de famille là-bas chez vous. Hein. Ah, je parle comme si nous-mêmes on est meilleurs. Bref, donc il y a sa version qui dit qu'il a tué en fait, mais sa version en fait est à corroborer avec une autre version. Donc il y a beaucoup de vidéos, mais moi j'aime écouter les anciens parce que parce que je crois que les anciens souvent, ils sont au bout de leur vie, ils n'ont pas peur de mourir par rapport à un jeune qui va raconter des choses. Donc, la dernière vidéo sur cette série, c'est une autre interview que j'ai trouvée toujours sur Internet, comme pour dire que toutes ces infos sont disponibles. C'est un combattant néné du RPT qui va partager aussi son témoignage. En fait, je me suis arrêté à la section où on lui pose la question sur comment ça s'est passé. Il y a des Français, complicité des Américains. Vraiment, il y a un fou kafkaïen autour de la question. Et Eyadema n'a jamais tiré sur Olympio. Et Olympio a été abattu de 4 coups par l'adjudant POC, PAUC, qui commandait la gendarmerie du Nord. Il était basé à ce côté. Et le commandant Maîtrier l'avait fait venir pour exécuter cette passure. C'est l'adjudant POC qui a tiré sur Olympio. Voici comment d'ailleurs ça s'est passé. Et pourquoi il y a des morts revendiqués l'assassinat de Sylvanus? Oui, c'est en connaissance de cause. Et Eyadema a été acheté par les Français moyennant c'est-à-dire de l'argent. On lui a donné de l'argent. Et il a accepté de dire que c'est lui. Il a protégé la France en se disant, en se passant pour celui qui a tiré sur Olympio. Non. Olympio est mort, tiré de 4 coups dans le dos par l'adjudant POC et le commandant, le commissaire de police qui a fait le constat du décès peut vous le dire. Koué Akoué, il est encore vivant. Il vous dira 4 coups dans le dos. Et comment ça s'est passé? Quand les putschistes sont arrivés la nuit, vers 11 heures de la nuit, Olympio n'avait que quelques policiers comme garde. Ils ont tiré des coups de semonce. Les putschistes ont tiré des coups de semonce. Olympio, qui était
en culotte et en chemise, à son bureau, il rédigeait son discours pour Monrovia. Quand il a vu, il a dit « Ah, c'est sérieux ». Il a demandé à sa femme, Dina, d'éteindre et de se cacher avec sa nièce la nièce de Dina qui était avec elle. Et lui, il a ouvert la fenêtre qui donne sur l'ambassade des États-Unis. Il a sauté par là, allé se cacher dans un véhicule de l'ambassade. Et les putschistes sont rentrés et ne l'ont pas vu. Ils ont fouillé la maison, ils ont tout fracassé. Et Dina a toujours dit que elle ne sait pas où il est parti. C'est ainsi qu'ils sont ressortis bredouilles. Et il fallait aller rendre compte. Donc, arrivés au camp, ils ont rendu compte à Métrier et à l'ambassadeur. Et c'était l'embarras total. Entre-temps, vers 6 heures du matin, l'ambassadeur, je crois, Léon Poulada des États-Unis, qui a son ambassade à côté, s'est dit que les coups de feu qui tiraient, il a l'impression que c'était au niveau de son ambassade. Il faut qu'il aille voir. Il s'est dépêché. Dès qu'il est rentré avec son chauffeur pour garer, Olympio sort en culotte et en chemise et l'interpelle. Il s'approche, Olympio lui dit sa vie est en danger, de le protéger. Et l'ambassadeur dit, t'en fais pas. Je retourne chercher les clés du consulat pour venir t'abriter. Et en retournant, il aurait téléphoné à l'ambassadeur des États-Unis, Léon Poulada, pour lui dire que ça ne va pas. Il y a Olympio qui est menacé et qui se cache dans un véhicule dans son ambassade. L'ambassadeur de France, de France lui aurait répondu de ne pas s'en mêler, que c'est une affaire togolaise et qu'il s'en occupe. C'est ainsi que l'ambassadeur de France a informé le commandant Métrier, c'est-à-dire les putschistes, qu'Olympio se cachait dans un véhicule dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis. Ils sont retournés, c'était vers 6 heures du matin maintenant. Arrivés comme ils savaient où le trouver, ils ont sauté par-dessus la clôture, ils sont allés directement au véhicule garé, ils ont ouvert, ils l'ont trouvé, ils l'ont dit de sortir, il est sorti. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon patron va en tournée et je suis venu pour l'entretien du véhicule. Allez, avance! Sur la rue, comme déjà le jour pointait déjà, il fallait éviter le scandale. C'est l'adjudant Poc qui a dégainé et qui lui a tiré dans le dos. Si on faisait l'autopsie du corps, on trouverait que les balles, ce n'étaient pas des balles ordinaires des fusils, je crois, les masses là, les mètres 35 là. Ce n'était pas les balles des fusils masses, mais c'était des pistolets de l'adjudant Poc. 4 coups. Et l'adjudant Poc s'enorgueillissait même en montrant que c'est avec ça ce pistolet qu'il a tué Olympio. Et c'est avant de quitter le Togo qu'il a remis ce pistolet à Eyadema. Donc, Eyadema n'a pas tué Olympio. Et si vous suivez même les déclarations, les Français croyaient qu'Olympio avait été déjà exécuté la veille. Et RFI avait déjà même annoncé sa mort, alors qu'il n'était pas encore mort. C'est le matin du 13 qu'il a été tué. Donc, si vous suivez les déclarations, vous verrez que c'est décousu. Et tout a été ficelé pour que Eyadema lise et se passe pour le père du coup d'État.
Voilà, c'est ça. Depuis lors, le Togo est plongé dans une... Ok, plus rien à rajouter. Vous avez tout suivi et c'est dessus que je voulais finir. C'est que ce jour-là, à 6h sur France Inter, je crois que il parle d'RFI, ils avaient déjà annoncé l'assassinat du président Olympio par coup d'État au Togo à 6h. Or, on lui tire lâchement 4 balles dans le dos à 7h15. Donc, tu imagines quand même un journal qui annonce qu'un président est déjà mort avant qu'il ne soit mort. Tu comprends donc qu'il fallait le tuer pour que la nouvelle s'accomplisse. Et je vous dis, moi j'aime les témoins des aînés parce qu'ils étaient là à l'époque. Il n'a plus peur de mourir, il a le courage, il a la sagesse. Donc s'il vous raconte quelque chose, c'est que c'est sûr. Et effectivement, vu que le feu président Yadema lui-même en 92 est revenu sur ses paroles, c'est comme si en 92 il s'est dit que gars, faut pas que mon mensonge s'y me suive. Il a nié les faits. Ça veut dire que cette version qui connecte un peu tout est quand même la plus plausible. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Je ne sais pas si l'ambassadeur des États-Unis appelait l'ambassadeur français sans savoir les enjeux qu'il y avait. Mais j'ai trouvé ça juste dommage. De toutes les façons, tout ce que nous on retient, nous le peuple africain, c'est que tout ça nous a fait perdre un grand président, un visionnaire pour son continent, pour des motifs d'intérêt égoïstes, parce que ces gens-là, encore une fois, ils n'ont que des intérêts.